clandestin à l'aéroport de Roissy, c'est sous bonne garde des services de police français et américains que le perroquet a fait ses premiers pas sur notre sol. Pourquoi tant de précautions et de mystères autour du volatile? Rappelons tout d'abord les faits. Il y a 6 mois, à New York, États-Unis, Don Leon, le célèbre parrain de la mafia italo-américaine, a été assassiné par une bande rivale. Le seul témoin du crime est le perroquet Coco. En effet, celui-ci est devenu, depuis des années, l'ami fidèle et le confident du parrain du crime organisé. Après l'assassinat, la police a essayé par tous les moyens de faire parler le perroquet, malheureusement sans résultat. Et Coco a gardé tous ses secrets. Devant son impuissance, la justice américaine a demandé au président Clinton de faire transférer Coco en France, où vit Guy Brûleur, le plus grand spécialiste du langage des oiseaux dans le monde. Nous avons interrogé le commissaire Graziani, chargé de la sécurité de l'animal. On a essayé de protéger cet animal au mieux des intérêts de la justice d'abord, puisqu'il doit témoigner tout de même aux États-Unis, ce qui n'est pas rien, d'une part. D'autre part, sous le couvert de nos connaissances, nous espérons pouvoir peut-être le faire parler, entre guillemets. Guy Brûleur, chargé de faire parler Coco, a bien voulu nous donner quelques explications. Dans le cas présent, le mieux serait peut-être de l'isoler dans je le mettrais dans une pièce, l'isoler dans une pièce et de lui faire entendre par bande magnétique les sons des endroits dans lesquels il aurait vécu. On se rend compte que l'affaire est importante et qu'elle peut tout de même dénouer énormément de choses, aussi bien pour le grand banditisme que pour la drogue ou pour d'autres choses qui se passent malheureusement aux États-Unis, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. C'est en France que l'arrière-petite-fille de Lénine a choisi d'y participer. Non sans succès, puisqu'elle a facilement remporté toutes les épreuves. Elle est repartie chez elle avec une cuisine équipée, un four à micro-ondes, un sèche-cheveux électronique et 3 places pour Euro Disneyland Paris. Voilà Arthur, le point d'actualité. Jean-Marie Gallien a aujourd'hui 34 ans. Il a pris 9 fois l'avion et à chaque fois il s'est écrasé. Mais regardez. Alors ça c'est une partie de l'avion que j'ai récupéré lors de mon 3e accident. Alors c'est un aérodynamiseur de type B26 que j'ai d'autres souvenirs, oui. J'ai des articles de presse, j'ai des photos. Alors ça, vous voyez, c'est le fameux meeting aérien en Allemagne et moi je suis là, vous voyez. Alors ça, c'est un avion de tourisme en Afrique. Vous voyez ce qu'il en reste. Et on m'a sorti par là, vous voyez. Un être humain peut-il influer sur le comportement normal d'un avion? Pierre Bourgin, consultant international auprès des compagnies aériennes, nous répond. Alors, un être humain peut influer sur le comportement normal de n'importe quoi, en fait. Donc, peut-être un avion aussi. Alors, on entre dans le domaine de phénomènes qui sont très très mal connus et très mal étudiés. Donc là, on peut trouver encore phénomènes magnétiques, brouillage des ondes, des choses. Effectivement, là, il y a une coïncidence étrange entre tous les événements, mais pourquoi ça, on ne connaît toujours pas vraiment la raison. Nous avons retrouvé des images d'archives de l'un de ces accidents. Regardez. There was a great flame. Everybody began to cry. I think that the plane began to go down, and I can't remember anything else. This was a testament of only survivor of the fatal plane crash that took place in Lagos this morning. What you are native to the Lagos NGO. Je suis confronté dans ma vie quotidienne à un refus. En fait, il faut bien l'appeler comme ça, un refus à une exclusion de la part des compagnies aériennes. Je ne peux plus voyager. Nous avons interrogé le directeur de la sécurité, Monsieur Gilardi. Monsieur Gilardi, est-ce qu'il existe des listes noires? Non. Vous en êtes persuadé? Tout à fait. Nous avons entendu parler de compagnies qui échangeraient des listes de passagers à haut risque. Peut-être. Chez nous, pas encore. Et si Jean-Marie était tout simplement un terroriste? On a enquêté dans tous les niveaux de terrorisme, aussi bien chez les Hezbollah et chez les Basques. La conclusion est que pour le moment, malheureusement, nous n'avons rien trouvé. Un reportage qui vous laisse pantois, Patrick Timsit. Non, non. Vous avez 400... C'est un pilote russe qui a arrêté de boire de la vodka depuis plus de 4 mois. Et voilà ce qui s'est passé. Je vous demande de regarder ces images. Giuseppe. Absolument. Il s'appelle Giuseppe. Vous le saviez? Pourtant, c'est un russe.
Et c'est un Russe. C'est pour l'anecdote, hein, c'est rien. Je vous propose de regarder les images. Elles sont troublantes. Et je vous propose aussi d'écouter vos commentaires, Jackie. Absolument. Giuseppe, avouez que... Hein. Alors là, on vous voit. Et que se passe-t-il? Jean-Marie Gallien refuse de monter dans l'avion. Il refuse de monter. Pourtant, ce reportage est un extrait puisque l'investigation a duré pendant plus de 2 heures. Il était prêt à faire le geste et puis il a refusé à la dernière minute. Je pense qu'il a pensé à Jérôme, son fils, et Linda, sa femme. C'est un homme traqué, il est en psychanalyse actuellement. Il n'arrive pas, il en rêve la nuit, il refuse de faire l'amour avec sa femme, il a peur de s'envoyer en l'air, par exemple. C'est très bête, mais le signifiant et le signifié, c'est quelque chose de très important pour lui. Quel dommage pour ça. Les disparitions de sans domicile fixe ont considérablement augmenté ces derniers mois. Séverine Dor, Patrice Marquis et Jean-Louis Favre ont suivi une piste pour le moins surprenante. Reportage. Il paraît que certains de vos amis ont disparu. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette histoire? Certains de nos amis, on a surtout un ami, Jean-Jacques, il a disparu, ça fait déjà un moment, et puis il a réapparu habillé comme un ministre, et puis il nous parlait plus. Donc vous l'avez revu et habillé différemment, c'est ça? Un ami de 15 ans, ça fait 15 ans qu'il traîne avec nous dans le quartier. Et lorsqu'on l'a revu, il était habillé comme un ministre, et il nous a même pas calculé. Ah ouais. Et vous êtes sûr que c'était lui? Certain. 15 ans de galère, tu l'oublies pas. Hein. Nous avons constaté la disparition d'un bon millier de sans domicile fixe dans les pays industrialisés et une bonne centaine en France, ce qui n'est pas négligeable. Ces gens-là disparaissent 8 jours, 3 semaines, 1 mois, reviennent sous un aspect physique identique, mais avec un quotient intellectuel fabuleux. Il y a des bruits qui courent, je sais pas, on dit que c'est des extraterrestres qui l'auraient... Des extraterrestres. C'est les gens qui disent ça, les gens du quartier, ouais, ils auraient vu une lumière blanche, on ne sait quoi. Hein. Mais concrètement, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ces gens-là disparaissent de 3 à 5 semaines, reviennent sur Terre physiquement semblables, mais intellectuellement totalement transformés. Et ce qui est grave, c'est qu'on les retrouve à de très nombreux postes clés. Grandes administrations, grandes entreprises, et même à la tête de l'État. Francis Gustin, un nouveau directeur général, a été nommé récemment à la tête de Robotics SA. Il y a 3 mois, un nouveau directeur général a été nommé à la tête de notre entreprise. Il y a des rumeurs qui courent, vous le savez. Il aurait été enlevé par des extraterrestres et ce serait un ancien SDF. Mais arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Mais ça ne nous intéresse pas, même s'il venait de la planète Mars ou d'ailleurs. Ce qui nous intéresse, et ce que je vous ai dit, c'est simplement que l'entreprise marche. Et j'ai l'impression que vous, les journalistes, vous êtes de véritables fous de merde et que vous essayez par tous les moyens de mettre des étiquettes sur des hommes qui véritablement vont dans le bon sens et font marcher les entreprises comme elles doivent marcher à l'heure actuelle en France. Moi j'avais un client qui a disparu. C'était un clochard du quartier qui venait tous les jours, pendant 2 ans, quoi. Tous les jours je le voyais. Il arrivait le matin à l'ouverture, il prenait son ballon de rouge, il allait se foutre au fond, et en fait il passait la journée à picoler là-bas. Et un jour je regarde les actualités à la télé, je tombe sur lui, et il était plus du tout clochard. Il était bien habillé, il était PDG d'une grosse société internationale. Monsieur Plombeau, on dit que vous êtes un ancien SDF, qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Écoutez, arrêtez ces conneries maintenant, ça commence à m'énerver. Hein. Je dirais cette entreprise, alors maintenant vous me laissez travailler, c'est tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est terminé, c'est terminé. Patrick Lipsit, permettez-moi de vous présenter Séverine Dor, que vous avez reconnue puisque c'est la journaliste qui a réalisé ce reportage. On connaît Séverine Dor et on aime Séverine Dor. Alors, Séverine, merci de nous avoir rejoints. Vous avez été victime de nombreuses pressions durant les 3 mois qu'a duré votre enquête. J'ai subi des pressions, je dirais, un peu légitimes de la part de la Robotics SA qui m'accusait donc de mettre un petit peu en cause le directeur général de l'entreprise. Je suis beaucoup plus alarmée par les autres pressions que j'ai subies, des pressions tout à fait anonymes. Ce matin encore, par télégramme, j'avais une menace de mort. Donc je dis, en France, on ne peut pas aborder ce sujet des extraterrestres. Et ça, je peux vous dire que c'est inadmissible. C'est prendre les Français pour des imbéciles. Aux États-Unis, et ce n'est pas M. Timsit qui me contrariera sur ce point, les choses sont tout à fait différentes. Pardonnez-moi, Séverine, je crois que Patrick veut réagir. Patrick Timsit. Mon quotidien,
Je suis heureuse de vous l'entendre dire, Patrick Timsit, parce que je me bats contre ça. Repression. Pression, énorme pression. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, 2,5 millions de personnes sont considérées comme avoir été victimes d'abduction? Vous avez vécu aux États-Unis, je crois. Si j'ai vécu aux États-Unis. On en a parlé tout à l'heure, Patrick. Abduction. J'avais des responsabilités parce que le sexy Girls Rabbit, ça va, ça allait un moment, mais c'était de la planque, tout ça. Oui, oui. Vous avez entendu parler d'abduction. 2 jours de planque, comme ça, dans une caverne, parce qu'on voulait pas que je parle, Mais ça, de toute façon, un jour, il faudra bien admettre que les extraterrestres deviendront terrestres tellement ils auront envahi la planète. Absolument. Ça, c'est clair. Sauf qu'en France, on se refuse à ce genre de choses. Ça, je tiens à le dire, Arthur. Excusez-moi, laissez-moi parler. Je veux en parler. Mouillez-vous, Séverine. Oui, je me mouillerai. Je me mouillerai jusqu'au bout. Parce qu'il est inadmissible qu'on prenne les Français pour des imbéciles. Les Français sont aussi grands que les Américains. Pourquoi les Américains comprendraient ce genre de choses et pas nous? Il y a des programmes aux États-Unis. Il y a des témoignages. Est-ce que vous connaissez James Irving? Brillant. Vous connaissez James Irving, Patrick Timsit? Si je connais. Évidemment, l'astronaute sur Apollo 15. Qu'a-t-il dit? Il a témoigné du fait... In English. Ça paiera la traduction. Oui, mais nous sommes en France, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais ça, je passe à côté. Si Patrick, vous souhaitez le faire en anglais, allez-y. Non, elle a raison. On est en France. Cet homme-là, James Irving, qui fait partie de l'élite de la nation américaine, a témoigné. Il a témoigné d'avoir vu des extraterrestres dans l'espace. Donc si on ne croit pas, à ce type de personnes, qui allons-nous croire? Surtout, how do you say in French? Rapt. Oui, mais alors, pardonnez-moi, Patrick, mais là vous rejoignez Patrick. On rate des SDF. Est-ce que vous voulez des chiffres sur les SDF? Il y a actuellement, il y a 98 000 SDF sur l'île de France. Je veux dire, est-ce qu'on va laisser ces SDF se faire enlever par des extraterrestres? Est-ce qu'on peut se permettre ce genre de choses? Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'actuel président de la République, il est récent. C'est vrai, là, vous posez une question essentielle. Je pose une question essentielle et je dis il faut ouvrir ce dossier une fois pour toutes. Il faut que les gens... Les gens sont assez grands. Oui, mais pardonnez-moi, mais là, Patrick, vous rejoignez un peu la thèse de Jean-Claude Bourret. Non, alors ne prononcez pas ce nom, j'ai perdu suffisamment d'argent sur la 5. Voilà, j'ai perdu un paquet d'économies, croyez-moi. Tout à l'heure, vous parliez de volonté. Là, je crois que le mot, c'est tolérance, Patrick Timsit. Tolérance, accueil et bienvenue. Tolérance, accueil et bienvenue. Merci Séverine. Merci. Des journalistes qui dépassent les limites du courage pour vous informer au péril de leur vie, c'est aussi ça. On nous cache tout, on nous dit rien. Je rappelle à l'attention des téléspectateurs qui nous rejoignent que dans quelques minutes, nous vous présenterons un reportage exclusif consacré à une jeune femme qui affirme faire l'amour avec des fantômes. Restez avec nous, mais tout de suite, le reste de l'actualité avec Jean-François Alain. Merci. Oh, je peux vous embrasser, Frédéric. Merci. Avec plaisir. Formidable. 10% des personnalités vivent encore chez leurs parents. Toujours selon la même étude, la moitié seulement aurait une chambre indépendante. Les toilettes des cinémas sont les plus dangereuses. Il y aurait plus de crimes que dans n'importe quelle autre toilette. 5% des crimes y sont perpétrés, alors que le chiffre n'est que de 1% dans les toilettes des cafés ou des bars. En 1994, la police n'a signalé qu'un seul crime commis dans les toilettes de particuliers. Tous les pilotes de Formule 1 ont un point commun. Vous vous demandez quel est le chemin à prendre pour vous asseoir vous aussi dans un bolide. Il n'y a pas véritablement de recette. Pourtant, une étude révèle que tous les pilotes de Formule 1 ont un point commun. Ils adorent le chocolat. Augmentation du SMIC en Albanie. Il passe de 7,40 francs à 8,50 francs par mois. Ça, c'est formidable. Oui, ça, c'est formidable. Et ça me fait d'autant plus plaisir que ça fait 4 ans qu'on mène un combat acharné avec des vedettes de la télévision, des vedettes du cinéma, des vedettes de la chanson, des vedettes de tous les pays, pour pouvoir justement augmenter le SMIC en Albanie. 8,50 francs, vous avez dit. Je me suis permis de faire un calcul vite fait, ça correspond à 6 900 zlotars, ce qui est considérable en Albanie. En France, ça équivaudrait... Vous payez quoi, un chien en France, avec ce salaire? Vous voyez, un petit bâtard, pas plus. Et ça c'est très important. Oui, c'est très important. Manger ses crottes de nez donne le cancer. Rassurez-vous, seuls les citadins sont exposés. En effet, chaque jour, on respire dans les villes beaucoup de produits toxiques qui viennent se coller dans les narines. Y mettre son doigt et y porter la bouche peut donc être un geste dangereux. Surtout quand c'est pas sa narine. Ne pas échanger les crottes de nez, protégez-vous. Mangez vos crottes de nez.
Je me permets d'intervenir, Patrick Timsit. Oui. Il y a 2 minutes, vous me parliez de l'humanitaire, là vous donnez des conseils. Vous sentez que vous, l'artiste, la vedette, vous avez ce besoin d'aider ces générations qui attendent de vous peut-être un message? Mais si nous, artistes, on ne le fait pas, qui va le faire? Si on ne le fait pas, qui va le faire? Les autres? Non. Les autres? Les autres artistes, oui. Je crois que c'est une belle leçon de générosité, Patrick Timsit. Jean-François, d'autres brèves, s'il vous plaît. Avec beaucoup de pudeur. C'est la première fois que je me révèle. Hein. Première fois. Merci de le faire chez nous. Souvenez-vous, vous l'avez peut-être connu, il avait été un modèle pour nombre d'entre nous. Nous célébrons aujourd'hui sa mémoire. Il y a 5 ans, Gilbert Bonneau nous quittait. Salut Gilbert. Toi qui nous regardes de là-haut, Gilbert. C'était mon maître, Gilbert. C'est devenu mon élève. C'est un homme qui avait beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Je crois que pudeur, c'est le leitmotiv de Gilbert. Ouais. Humilité aussi, Gilbert. C'est tout pour l'instant, Jean-François. Vous n'hésitez pas à revenir si l'info le nécessite. Des hommes qui décident de devenir des femmes parce qu'ils se sentent mal dans leur peau d'homme, ça arrive tous les jours. Des femmes qui choisissent de se transformer en hommes parce qu'elles sont physiologiquement nées hommes, c'est également très courant. En revanche, le cas d'Éric est exceptionnel. Il a choisi de devenir une femme pour séduire une autre femme qui n'aime que les femmes. Suivez attentivement cette enquête réalisée par Pascal Boulot, Jeanne Volpeau et Louis Samary. Éric, jeune cadre de 28 ans, vivait une histoire d'amour avec Sophie, 25 ans, depuis mai 1993. Jusqu'au jour fatidique où il rencontra par hasard Françoise, 29 ans, belle antiquaire lesbienne dont il tomba éperdument amoureux. Après avoir tout essayé, il dut s'y résoudre. Elle n'aimait que les femmes. Pour la séduire, Éric décida donc de devenir une femme, Élodie. Quels sont les rapports que vous avez gardés avec votre ancienne fiancée, Sophie? Bah, pas facile, hein. Parce que bon, Sophie, évidemment, elle m'aime toujours. Bon, maintenant, comment m'aimer, quoi, c'est un amour impossible. Je crois qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, donc évidemment, c'est une vie que moi, je n'oublierai jamais. Ça, de toute façon, c'est normal. Et qu'elle, je pense que ça a été quand même un choc psychologique et que je lui ai tué quelque chose, quoi. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pensez que vous pourriez rétablir des rapports normaux maintenant avec Éric, et même peut-être avec Éric et Françoise, et les rencontrer à nouveau? Non, non, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Vous en voulez beaucoup à Françoise qui vous a pris Éric? Non, pas vraiment à elle, à lui, oui. Vous l'avez revu quand il est devenu Élodie? Vous l'avez revu habillé en femme? Non, pas du tout. Vous l'avez jamais revu? Jamais. Donc pour vous, il est hors de question de renouer une amitié, au moins une relation? C'est pas possible. Ça a gâché votre vie, une partie de... Quels sont vos rapports maintenant avec votre famille? Bah, tout a changé, évidemment. Bon, ma mère, elle a eu du mal à l'accepter parce que c'est pas évident. Bon, son fils était quelque chose d'hyper important. Mais bon, je crois que ce qu'elle veut avant tout, c'est que je sois bien. Et bon. Mon fils enfant était un petit garçon, comme tous les petits garçons, très mignon, très vif. Il aimait beaucoup sortir avec des petits copains, etc. Et puis il a grandi comme tous les enfants. Il se promenait là à la campagne avec un jean, un grand chandail, il était tout content, il adorait ça. Mais il a toujours eu des rapports normaux avec les filles? Ah oui, oui, toujours plein de petits garçons et de petites filles à la maison, comme dans toutes les écoles. Petit à l'école, vous êtes douté de rien? Absolument de rien, il était tout à fait normal. Plus que mignon, c'était mon fils. Avec sa fiancée Sophie, ça s'est toujours bien passé? Très bien passé, il était très amoureux, elle était charmante, très gentille, très compréhensive avec lui. Un jour, il m'a dit, voilà, j'ai un truc qui m'a beaucoup plu dans une boutique chez François, je sais pas comment ça s'appelle. Viens voir. Je suis allé voir et j'ai rencontré cette femme qui m'a pas paru antipathique de prime abord. Je me suis rendu compte que mon fils était complètement envoûté par elle et qu'il a délaissé de plus en plus Sophie. Françoise a refusé de répondre à nos questions. Ce n'est pas de sa faute la première fois parce que c'est Éric qui est tombé amoureux d'elle. Et quand il s'est rendu compte qu'elle aimait les femmes, il est devenu femme. Mais que maintenant elle lui demande de redevenir garçon pour lui faire un enfant, je trouve ça immonde, honteux, amoral et scandaleux. Vous allez retrouver votre fils tel qu'il était, normalement? Non, parce qu'on ne peut pas redevenir tel qu'on est quand on a vécu des choses pareilles. On est compte de garçon devenir fille, et de fille redevenir garçon, et puis quoi encore? On a rencontré le professeur Thésée, qui s'occupe de vous en ce moment, qui vous suit, etc. Vous lui avez demandé la possibilité de redevenir maintenant un homme, car Françoise est d'accord pour avoir un enfant, désire un enfant de vous. Ouais, ça a été la deuxième catastrophe.
Et Monsieur Thésée, je crois que c'est un homme formidable qui m'a vraiment suivi. Bon, pareil, on s'est rencontrés plein de fois avant l'opération. Et bon, là, pour accepter une autre opération, c'est quand même une opération qui est risquée. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère comme ça. Et à la suite de l'opération, vous pensez qu'Élodie va vraiment devenir Eric et pourra vivre comme un homme? Vivre comme un homme, procréer. Faut dire 15 enfants, j'en sais rien, mais enfin au moins 1 ou 2. En redevenant Eric, vous n'avez pas peur de la perdre? Bah je pense pas. C'est sûr que c'est des questions que je me pose, quoi. C'est pas évident du tout. Mais bon, on en a tellement parlé, je crois que comme c'est elle qui me l'a demandé et que je lui fais entièrement confiance, j'espère que la vie ne réservera pas encore de nouvelles catastrophes. Et oui. Ça aussi, c'est la vie. Patrick Timsit, votre réaction à chaud? Ça arrive tous les jours. Des opérations comme ça, il y en a tous les jours. Au Brésil, en France, aux États-Unis, en Uruguay, Danemark, 6, la semaine dernière. Ça arrive tous les jours. Et c'est bien. Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais je pense qu'au stade de notre conversation, je peux vous poser cette question. Oui, est-ce que pour l'être aimé, vous seriez prêt à pratiquer de telles interventions chirurgicales, transformations physiques? Pour un homme, une femme, vous voulez dire? Mais qui vous dit que je ne l'ai pas déjà fait? Qui? Je crois, Patrick Timsit, que les Français jugeront d'eux-mêmes. On en a beaucoup parlé aux États-Unis, très peu en France jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, la pilustérose menace vos enfants. Regardez bien ces images d'Olivier Nidam, Valérie Fournet et Alice Lejeune. C'est pour le moins inquiétant. La pilustérose, une incroyable maladie, est en train de s'abattre sur nos enfants. Des poils leur poussent sur la langue. Ça m'a fait comme si on me chatouillait la bouche. J'ai dit à mon institutrice que ça me chatouillait. Alors elle a regardé dans ma bouche et tout d'un coup, elle a crié très fort. Elle m'a emmenée directement à l'hôpital et j'ai eu plein d'examens. Le professeur Louis Vélo est chercheur à l'Institut d'études de santé. Il est en charge du dossier en France depuis 4 mois. La pilustérose est une nouvelle maladie, donc de découverte tout à fait récente, qui se caractérise par ce que nous appelons une hypertrichose de la région linguale. Nous ne pouvons pas infirmer ou affirmer la contagiosité de celle-ci. Par contre, nous avons remarqué qu'à la puberté, la base du follicule pileux va disparaître et de ce fait, la maladie également. Alexandre Vert est âgé de 11 ans. Depuis 3 mois, il est atteint par l'étrange maladie. Il est le premier cas recensé en France. Ça s'est manifesté par des démangeaisons, légères au départ, puis de plus en plus importantes. Et puis, en examinant sa langue, effectivement, des poils sont apparus. Ça a commencé lorsqu'il est rentré d'Australie. Les camarades de classe du petit Alexandre ne veulent plus jouer avec lui. Désemparé, Alexandre a du mal à comprendre et accepte mal cette attitude. Je réagis comme si je ne les voyais pas, je cours et puis je leur donne des coups de poing et des coups de pied. T'es triste? Enfin, je me bagarre. Oui, un peu. En tant que représentant des parents d'élèves, je pense qu'il faut être très prudent avec cette maladie, la pilustérose. Les poils sur la langue, moi je trouve ça dégoûtant. Et puis surtout elle est virale, donc contagieuse, très contagieuse il paraît. Et peut-être qu'il faudrait envisager au moins la séparation, sinon l'exclusion des enfants atteints de la maladie. Georges Benoît, directeur de l'école d'Alexandre, a tenu à rassurer les parents. Alexandre est atteint de pilustérose. La pilustérose ne semble pas, pour l'instant, être transmissible. Ou tout au moins semble réservée à son cercle familial, puisque lui et son frère en sont atteints. Mais dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi nous serions obligés d'exclure Alexandre, ou même tout simplement le mettre à l'écart. Grégory est l'un des camarades de classe d'Alexandre. Alexandre, c'est mon meilleur copain, je peux qu'il soit envoyé de l'école. Mais ça ne te dégoûte pas tous ces poils sur la langue? Non, ça va. Aussi, ça me dégoûte, mais c'est mon copain. Nous avons invité sur ce plateau le professeur Elisabeth Josenberg, spécialiste des maladies pilustériques. Bonsoir professeur. Bonsoir. Une seule question me vient à l'esprit. Nos enfants sont-ils réellement menacés? Non, je vous rassure, nos enfants ne sont pas menacés. La pilustérose est une maladie bénigne. Oui, la pilostérose, attention, ça s'écrit pilustérose,
Ça se prononce pilostérose, attention. Il n'y a aucune raison d'inquiéter les parents et surtout rassurer vos enfants et éduquer vos enfants. Et on a eu la pictose, on a eu la gérontose, on a eu la barétose. Alors là, c'est fini. Vous voyez, on ne va pas s'inquiéter à chaque fois qu'il y a un virus comme ça qui rentre dans nos écoles. Bon, en plus, c'est vrai qu'on a la chance, vous avez un excellent service. Et je suis un de vos admirateurs pour ça. Bien. Vous avez suivi mes conseils longuement. J'ai eu un peu de mal avec un de vos associés, mais c'est réglé maintenant. Non, il faut rassurer les parents, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est ce genre de maladie, on met les enfants à l'écart et puis pour rien, pour pas grand-chose. Et la chute des poils est aussi impressionnante que la pousse. L'essentiel. Si vous me faites une légère conjonctivite, je vais vous conseiller un petit collier. Je vous marque ça sur vite fait. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas exclure les enfants des écoles lorsqu'ils sont atteints de pilustérose. Surtout pas. Voilà, quelques gouttes. Je vous remercie. Merci, professeur. Je vous en prie. Je citerai pour finir Gilbert Bonneau qui disait « Celui qui n'a pas souffert n'a rien vécu. Seule la souffrance ressemble à la vie. Gilbert. Tout de suite, le reste de l'actualité avec Jean-François Alain. Un chat sur 3 est un extraterrestre. On les reconnaît facilement. D'abord, ils fixent les humains dans les yeux. Ensuite, ils adorent la télévision et la musique. Enfin, ils sont fugueurs car ils se retrouvent entre eux pour des sortes de réunions de chats extraterrestres. Ça ne les empêche pas d'être très câlins, de ronronner et d'être inoffensifs. Une star sur 2 se déguise pour aller acheter son pain. Le but étant bien entendu de passer inaperçu. La plupart du temps, elles se font passer pour leur sosie. Changer de coiffure peut provoquer des effets secondaires. Quand on vient de se faire couper les cheveux, on se sent quelqu'un d'autre. C'est ce changement de personnalité qui peut, chez certaines personnes, prendre des proportions exagérées. Une jeune femme qui avait vécu toute sa vie avec des cheveux longs est devenue lesbienne du jour où elle les a fait couper. Aussitôt après s'être fait raser le crâne, un homme a tué un chien à coup de pied. Une grand-mère qui venait de se faire une coloration rousse a tout de suite proposé ses services à des journaux pour poser nus. 3 voitures ont été enlevées par des extraterrestres. La Picardie semble être un haut lieu d'activité extraterrestre. Dernier événement en date, l'enlèvement de 3 voitures par un objet volant non identifié. Il s'agirait d'une Renault, d'une Peugeot et d'une Zastava. Pourquoi aller piquer une Peugeot quand on a la chance d'avoir une Zastava? La reine des voitures. Ça, c'est les extraterrestres. 12% des Français se réincarnent en animaux familiers. Parmi ceux-ci, 38% deviennent des chiens, 12% des chats, 8% des oiseaux et 5% des vers de terre. Une femme de 89 ans a donné naissance à un petit garçon de 3 kilos. Selon la formule consacrée, la maman et l'enfant se portent bien. Les médecins restent cependant perplexes devant ce miracle de la nature. Ils ne pourront sans doute pas savoir dans quelles circonstances cette maternité s'est déroulée, puisque la mère de l'enfant refuse de parler à qui que ce soit. Sa sœur, de 23 ans, sa cadette, a cependant donné la raison de ce mutisme. Elle ne se souvient plus de qui est le père. Elle n'est plus toute jeune et sa mémoire a tendance à flancher. En plus, je crois qu'elle a peur qu'on la prenne pour une fille facile. Voilà. Ouais, je dis formidable. Formidable, merci la vie. Merci la vie. Hein? Formidable. Cette femme qui accouche à 80 et quelques années, formidable. Merci de nous faire rire. Alain. Note de gaieté pour terminer. C'est fini, Jean-François? Voilà. Merci. Nous vous l'avions annoncé, un reportage de Judith Boisseau, Célia Linois et Sophie Guillette. Elle travaille encore, Guillette. Comme le disait Gilbert Bonneau, l'humanité se divise en 4 catégories d'êtres, les hommes, les femmes, ma femme et moi. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que dans notre prochaine émission, nous vous présenterons le témoignage émouvant de Guylaine qui affirme être la prostituée des extraterrestres. Patrick Timsit, le moment est venu de conclure. Pendant plus d'1 heure, nous avons découvert que derrière l'humoriste, l'auteur, le comédien et l'écrivain se cachaient de nombreux personnages méconnus. Merci de m'avoir donné cette chance et merci de m'avoir reçu. C'est une émission d'excellente tenue. Vous avez des sujets qui sont fort intéressants, très bien traités, des gens aussi brillants que Alain, hein, que j'ai connu moi. Météo, France 3, Aquitaine, hein, quand même, Alain. Hein. Bon, on a travaillé, on s'est accroché, c'est bien maintenant. Et puis, voilà, des invités brillants. Merci. Excusez-moi, Patrick Timsit, à ce propos, je crois, Jean-François, que vous avez une dernière nouvelle importante. Hein. Oui, Arthur. 18% des teckels se font refaire le museau, 5% se font liposucer. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci Jean-François, merci Patrick Timsit d'avoir été notre grand témoin pendant plus d'1 heure. Nous avons eu l'occasion de découvrir que derrière l'humoriste, l'auteur, le comédien, l'écrivain et le philosophe se cachaient de nombreux personnages méconnus. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Éthique et aquanumérique, des schémas au réseau, aux éditions POF, un vrai succès en librairie. Absolument.
Merci d'avoir été avec nous. Vous comprendrez bien entendu que nous dédions cette émission à Gilbert Bonneau. Personne ne m'empêchera de citer pour finir. La télévision est un meuble, ceux qui la regardent aussi. L'humanité, c'est de l'électroménager. Nous nous retrouvons très bientôt pour une deuxième émission de notre magazine d'investigation. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.